Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, L'éducation interculturelle de Martin A. Pretzel. N'hésitez pas à regarder dans la description pour trouver d'autres livres en rapport avec la culture. Je vous laisse donc avec 33 minutes de ce livre. Bonne écoute. La culture dans tous ses états, au cœur de la problématique interculturelle, se situe une série de concepts comme culture, identité, ethnie, race, ethnicité qui entretiennent entre eux des rapports complexes. Les concepts de culture et d'identité font partie de cette gamme de concepts qui, comme ceux de don, de liberté et d'intelligence, sont pourvoyeurs de polémiques car soumis à des manipulations idéologiques. En outre, leur large diffusion dans le champ social et éducatif ne s'appuie pas toujours sur les acquis de la recherche. Cela explique le décalage entre l'usage des concepts et leur définition, leur ajustement, voire leur redéfinition. L'utilisation de cadres, de références conceptuelles et épistémologiques obsolètes et donc inadaptées laisse la porte ouverte à toutes les erreurs et les errances qui alourdissent et obscurcissent les débats et retardent d'autant les prises de décision. De la logique d'appartenance à la logique instrumentale, les cultures sont véhiculées par des individus et ne peuvent s'exprimer que par leur intermédiaire. Il est donc vain de chercher à cerner objectivement la réalité culturelle à partir de structures ou de traits culturels pris isolément. Au demeurant, aucun individu n'est familier avec le tout de la culture à laquelle il appartient ou se réfère. L'approche analytique et normative qui conduit à traiter les cultures comme si elles étaient des réalités et donc caduques, le terme de culture doit être pris comme un simple concept opératoire, susceptible d'adaptation et d'évolution en fonction des périodes, des individus et des groupes. Les cultures sont des notions dynamiques dont il est difficile de rendre compte sans sombrer dans la fossilisation ou le réductionnisme. C'est pourtant cette idée d'une culture réfiée et essentialisée qui perdure dans le sens commun, bien que tous les travaux effectués par les ethnologues, depuis les culturalistes américains Monsieur Med R. Linton, R. Benedict, jusqu'aux anthropologues de la modernité, M. Auger, G. Ballender, aient reconnu le principe d'une dynamique des cultures. L'habilité et évolution culturelle sont confortées par les apports variationnistes des Sapir, 1967, pour qui, en matière de culture, c'est la variation qui définit la norme, ainsi que par les approches suggestives de Triandis en 1973 et de Claude Lévi-Strauss en 1975. Rappelons que c'est surtout le recours systématique à une définition essentialisée et statique qui favorise l'usage polémique et idéologique des notions d'identité et de culture. Il convient de prendre de la distance par rapport à l'approche descriptive au bénéfice d'une analyse de représentation. Les représentations, les caractéristiques culturelles ne sont pas des entités sui generis, mais actualisent en contexte la relation aux autres. Toute culture se définit donc moins à partir de traits spécifiques, normes, us, coutumes, qu'à partir de ses conditions de production et d'émergence. La culture a en réalité deux fonctions, une fonction ontologique qui permet à l'être humain de se signifier à lui-même et aux autres, et une fonction instrumentale qui facilite l'adaptation aux environnements en produisant des comportements, des attitudes, c'est-à-dire de la culture dans les sociétés traditionnelles, au sens anthropologique du terme. La fonction ontologique prime sur les adaptations et les aménagements culturels qui sont relativement rares et lents. Dans ce contexte, les définitions identitaires et culturelles sont proches. L'appartenance à une culture renvoie à l'identité, non par confusion des deux registres, mais essentiellement parce que les caractéristiques anthropologiques de la tradition recourent à la mémoire collective, pas de coupure entre le passé et le présent,
Conformité, temps long, rapproche les deux notions. En revanche, dans les sociétés modernes, toujours au sens anthropologique du terme, et tel que la modernité anthropologique a été définie par M. Auguet et G. Balandier, notamment, la fonction instrumentale ou pragmatique s'est considérablement développée afin de répondre aux nécessités du terrain: multiplication des contacts, rapidité des changements, complexité croissante, etc. Cette évolution consacre la fin de l'illusion référentialiste qui traite les cultures comme si elles reproduisaient la réalité alors qu'elles ne sont que le résultat d'une activité sociale. C'est aussi la fin d'un huis clos, c'est-à-dire qu'il est désormais nécessaire de travailler les cultures en intégrant d'autres disciplines comme la linguistique, la communication, la psychologie, la sociologie, l'économie, l'histoire et la politique. Les cultures se développent à partir de phénomènes psychologiques, sociologiques, langagiers et communicationnels et ne se réduisent pas à une somme de caractéristiques. L'essentiel n'est pas de savoir si les cultures portent ou non l'index de la réalité, si elles sont ou non en adéquation avec le réel, mais de comprendre la dynamique et la nébuleuse dont elles se nourrissent. La distance entre les modèles d'explication des cultures et les pratiques quotidiennes s'accroît. C'est dans cet écart que se situent les formations culturelles nouvelles, les métissages, les emprunts, les manipulations, les créations. Les cultures sont à la croisée d'une double détermination, une logique d'appartenance qui opère sur les notions de structure et de code, une logique relationnelle qui renvoie à l'idée de réseau, de processus et de dynamique. Le tout inscrit dans un contexte historique, politique et économique dont il ne faut pas minimiser l'importance. C'est la logique relationnelle qui est plus opérationnelle pour rendre compte des mutations culturelles actuelles. 2. Entre repli et ouverture. Peut-il pour autant réduire, comme le fait E. Hall, la culture à la communication? L'auteur reprend la thèse défendue par F. Boas en 1940 et reprise par E. Sapir et B. L. Worf qui soutiennent que la perception de l'environnement est programmée par la langue. Il étend à la communication, si on peut être facilement d'accord avec E.T. Hall pour dire que des individus appartenant à des cultures différentes, non seulement parlent des langues différentes, mais habitent des mondes sensoriels différents. On peut en revanche s'interroger sur la logique causale et déterministe qui inspire ce type d'analyse. Car l'hétérogénéisation croissante des sociétés brouille le paysage. En effet, la surabondance événementielle, la multiplication des contacts, l'individualisation des références ont amplifié et banalisé les processus d'acculturation en développant les emprunts provisoires ou non, les métissages et les glissements. On désigne par acculturation l'ensemble des phénomènes qui résultent de ce que des groupes d'individus de cultures différentes entrent en contact continu et direct avec les changements qui surviennent dans les patrons culturels originaux de l'un ou des deux groupes. Selon cette définition, l'acculturation doit être distinguée du changement culturel dont elle n'est qu'un des aspects et de l'assimilation qui n'en est qu'une des phases. À la suite des travaux de l'anthropologie culturelle nord-américaine, c'est R. Bastide qui, en France, a le mieux synthétisé et développé les études relatives à l'acculturation, mais celles-ci se sont surtout préoccupées de l'impact des cultures dominantes sur les cultures dominées. Dans une relation essentiellement binaire et inégalitaire, elles ont négligé le processus inverse et surtout elles ont limité l'analyse aux relations verticales au détriment des relations horizontales, c'est-à-dire des contacts entre les différents groupes de subcultures qui composent les sociétés. Cette double limitation a induit une connotation péjorative, voire négative, de l'acculturation alors qu'elle est au cœur même de la problématique interculturelle en tant que processus et non pas en tant que valeur.
Très souvent, la notion d'acculturation est comprise dans un sens privatif, acculturation, pour exprimer l'idée qu'un individu ou un groupe privé de culture. Une telle conception n'a évidemment aucune pertinence, ni sociologique, ni anthropologique, ce qui malheureusement n'empêche pas sa diffusion. Il est à ce titre nécessaire de rappeler qu'il n'y a pas que les populations immigrées qui sont aux prises avec les phénomènes d'acculturation, mais que tous les individus sont concernés selon des circonstances et des modalités différentes. L'acculturation, processus complexe, varie selon les conjonctures politiques, historiques, colonialisme et guerres économiques. Immigration selon les groupes en présence, selon la durée, selon les éléments porteurs, langue, idées, produits culturels ou matériels, etc. Elle s'accompagne d'interprétations, de réinterprétations, elle peut engendrer des conflits ou des résistances. En effet, le processus d'acculturation, en se démultipliant, déplace le point focal de l'analyse des caractères culturels vers les conditions historiques et économiques, psychologiques et sociologiques des contacts. Ces mécanismes ont été en France peu analysés depuis les travaux de R. Bastide et de G. Devereux. Il a fallu attendre les années 1980 pour disposer de travaux appliqués aux sociétés contemporaines. Il convient de distinguer la résistance, qui se situe au début du processus d'acculturation, la contre-acculturation ou acculturation antagoniste et les dysfonctionnements culturels. En effet, la dynamique acculturative est un processus normal d'évolution et d'adaptation et n'est en aucune manière un processus de dégénérescence des cultures. Elle témoigne au contraire du dynamisme inhérent à tout groupe social, car c'est l'acculturation qui transforme les sociétés fermées en sociétés ouvertes. La rencontre des civilisations, leur métissage, leur interpénétration sont facteurs de progrès, et la maladie, quand maladie il y a, n'est que l'envers de la dynamique sociale ou culturelle. Les individus et les groupes sont actuellement pris dans une tension entre d'une part le repli et l'enfermement et d'autre part l'ouverture et le métissage, tension qui se traduit dans deux logiques sociales et politiques contradictoires qui se développent. Concomitamment, on recourt à toutes les formes de repli culturel, intégrisme, ethnisme, régionalisme, exacerbé, culturalisme, communautarisme, et un développement de différentes formes de polymorphisme culturel, de pluralité, de corrélation, de baroque culturel. Du singulier au pluriel, la possibilité ou l'obligation d'appartenir de manière synchronique ou diachronique à plusieurs groupes et donc de participer à plusieurs subcultures, cultures régionales, sexuelles, générationnelles, professionnelles, religieuses, etc., correspond à une reconnaissance de l'individu comme sujet, comme auteur. Celui-ci a le choix et le droit d'exister en tant qu'individu singulier, d'échapper ainsi au X groupe d'origine, groupe familial, social, religieux, idéologique. La réalité sociale et culturelle est de plus en plus polychrome et diversifiée, de plus en plus labile et dynamique. Culture et identité se déclinent désormais au pluriel, et cette pluralité qu'il faut prendre en compte, car c'est elle qui constitue désormais la norme. Dans les sociétés traditionnelles, en revanche, les appartenances sont exclusives les unes des autres et l'appartenance au groupe est déterminante et coercitive. Cette multiplication des groupes d'appartenance, mais aussi des groupes de référence, s'inscrit dans un mouvement paradoxal. D'un côté, des groupes de plus en plus petits, régions, banlieues, quartiers, associations, classes d'âge. De l'autre, des groupes de plus en plus grands, Europe, monde, solidarité internationale. On assiste à la fois à une miniaturisation et une mondialisation du social, la multiplication des appartenances groupales et des définitions identitaires va de pair avec une inflation des signes de reconnaissance.
Aux différences entre les individus et les groupes s'ajoute une pluralité au sein même de l'individu. Cette pluralité introduit une souplesse dans l'action et l'usage des stratégies au service d'objectifs particuliers. On évoque désormais les notions de gamme, de registre, de boîte à outils, et non plus celles d'unicité et d'appartenance exclusive. Si à l'hétérogénéité intergroupale, on ajoute l'hétérogénéité intergroupale liée au fait que les rapports de filiation entre un individu et son groupe sont de plus en plus lâches, que les caractéristiques groupales ne se retrouvent pas systématiquement chez tous les membres d'un même groupe, on admettra que l'identité, loin d'être une catégorie stable, est surtout une dynamique, une construction permanente qui a les sources d'ajustement, de contradictions, voire de conflits, de manipulations et de dysfonctionnements. Pour toutes ces raisons, il devient de plus en plus difficile de définir un individu en dehors de lui, hors de toute relation avec lui. Les marqueurs d'identité, âge, groupal, national, culturel, social ou encore religieux sont tenus et fugitifs. Ils ne sont plus l'apanage d'un groupe unique et clairement identifié. On assiste à une forme de brouillage identitaire qui ne permet plus une identification autoritaire d'autrui par catégorisation et marquage spontané de l'ordre, l'injonction et de l'imposition. Il ne suffit donc plus de connaître ou d'apprendre à connaître autrui à partir d'une identité unique et homogène, mais d'apprendre à le reconnaître. 4. De l'attribut à la relation du signe au symptôme. L'abandon d'une conception monolithique de l'identité au profit d'une identité plurielle contribue à définir l'individu non pas à partir de ses caractéristiques, mais à partir d'un réseau relationnel inscrit dans des situations marquées aussi par la politique, l'économique, le social et le psychologique. L'identité se définit à partir de stratégies mises en œuvre en fonction des circonstances et des interactions à une version de la culture et de l'identité comme ordre, comme système, succède celle de la protection identitaire mise en œuvre dans l'agir et dans la communication. L'individu n'est plus seulement le produit de ses appartenances, il en est aussi l'auteur, le producteur, l'acteur. Dans cette perspective, la culture ne saurait être saisie et comprise uniquement à partir de codes, de signes, mais à partir de symptômes, symptômes d'une relation, d'une mise en contexte, d'une situation. L'approche sémiotique, qui s'appuie sur une analyse par codage et décodage de signes avec son lot d'erreurs et de malentendus, cède le pas à une approche héméneutique et pragmatique à partir d'une interprétation des symptômes. Les faits culturels ne prennent sang que dans une analyse, comme les mots. Ils ne signifient rien hors de leur contexte d'utilisation et d'expression. Ils sont ouverts sur le plan sémantique et peuvent être manipulés. 5. De la notion de culturalité. Les travaux de Pierre Bourdieu sur la sociologie de la culture ont permis de mettre en évidence les relations entre culture et classe sociale en mettant l'accent sur les processus et les dynamiques plus que sur les structures. Ils peuvent être considérés comme une des sources de l'évolution des études culturelles. Il est désormais admis que les cultures ne peuvent être appréhendées comme des entités indépendantes hors de toute forme d'actualisation dans le social et le communicationnel. L'intérêt est donc de repérer comment la culture, ou plus exactement des traits culturels, sont utilisés et manipulés dans la communication, dans les interactions, dans la mise en scène de soi. Il s'agit bien d'une culture en acte et non d'un état statique. En situation de pluralité culturelle, on a moins affaire aux cultures dans leur globalité qu'à des fragments culturels. Le concept de culture est inadéquat pour rendre compte de la complexité des métissages, des emprunts. En revanche, la notion de culturalité renvoie au fait que la culture est mouvante et alvéolaire. Ce sont les traces culturelles qui sont signifiantes et non les structures. En effet, l'individu opère une connaissance graduée des éléments significatifs, il sélectionne et
utilise les informations culturelles selon les intérêts et les contraintes de la situation. La culture, comme la langue, est bien un lieu de mise en scène de soi et des autres. Hétérogène et la complexité s'accommode mal des études descriptives qui ne prennent pas assez en compte les changements, les mutations, les transgressions, la création du social et du culturel. Les descriptions s'appuient sur un découpage du réel. Or, il est nécessaire de garder la globalité, ce qui revient à rejeter les psychologies, les sociologies adjectives et attributives qui s'inscrivent dans l'explication et non dans la compréhension. L'objectif est d'apprendre à maîtriser de l'hétérogène qui soit techniquement utilisable et d'élaborer une science générative qui oriente vers les interprétations définies en termes d'action et d'interaction complexes et en termes d'engendrement. La notion centrale est désormais moins celle de la culture que le principe même de diversité culturelle. Les comportements, les socialisations, les apprentissages, les communications révèlent davantage du modèle de la bigarrure, de la variation que de celui de la différence. Ancrée dans l'histoire, dans la relation, la culture joue et se joue des enfermements et des nominalisations. Elles échappent aux définitions de culture. La notion de culturalité rend lisible cette complexité et hypostasier une tradition, un item culturel. Une culture revient à une forme de dogmatisme culturel, voire d'intégrisme culturel. On débouche ainsi sur le paradoxe suivant. Au moment où l'on redécouvre au sein de notre propre société l'importance de la variable culture et donc du concept de culture, il est nécessaire de le dépasser. L'essentiel n'est pas de décrire les cultures, mais d'analyser ce qui se passe entre les individus ou des groupes qui disent appartenir à des cultures différentes, d'analyser les usages sociaux et communicationnels de la culture. Il s'agit de reconnaître que la variable culturelle intervient dans les problèmes éducatifs, sociaux, politiques, mais sans savoir a priori sous quelle forme, d'où la nécessité de travailler à partir des processus culturels et non à partir des caractéristiques attribuées ou auto-attribuées par des individus ou des groupes. 6. Entre différence et universalité. La réflexion sur l'identité renvoie à la problématique de la différence. Elle s'inscrit dans une série de dilemmes et de paradoxes d'autant plus délicats qu'ils cautionnent des prises de position psychologiques, éducatives, sociologiques et politiques qui ne sont ni simples ni neutres. Le jeu dialectique entre différence et universalité induit par focalisation excessive sur l'un ou l'autre terme des logiques de repli au nom d'une infranchissable altérité ou des logiques d'homogénéisation au nom des similitudes et d'un égalitarisme absolu. Parmi les ambiguïtés, voire les dangers, on révélera une moralisation de la perception des différences, les connotations morales, les jugements de valeur, les principes de hiérarchisation, troublent le discours sur les différences. Celles-ci sont immédiatement traduites en termes de bien et de mal, de supériorité ou d'infériorité ou encore d'agressivité, car perçues comme une menace. Une interprétation de la différence en termes de déficit qui, sur le plan éducatif, se traduira par des pédagogies de compensation censées rétablir un équilibre, un retour à la norme. Une radicalisation des différences dont une des manifestations est la revendication du droit à la différence qui constitue paradoxalement un des piliers de l'idéologie raciste. Tout discours sur la différence comporte le risque de cultiver la différence pour la différence et donc de s'avérer dans une forme de racialisation de la culture. L'accentuation des différences traduit une volonté de distanciation, de scission entre nous et eux, entre je et lui, qui n'est pas tu, de domination par marquage et assignation. Une fossilisation par décontextualisation, c'est-à-dire une aseptisation qui dérive sur l'exotisme, une valeur explicative et justificatrice des différences qui entérinent des positions de rejet.
de domination par une apparente rationalisation. C'est ainsi par exemple que la solution de distance culturelle, pourtant contestée, cautionne des politiques de méfiance, voire d'exclusion pour à Touraine, tous les mouvements qui font appel à la différence, à la spécificité ou à l'identité se passent aisément de toute analyse des rapports sociaux. Une perspective hiérarchique et inégalitaire dans la mesure où c'est le groupe dominant qui s'arroge le droit et le pouvoir d'énoncer la différence de l'autre, peu importe que l'intention soit la reconnaissance ou le respect. Les uns décrètent ou refusent de reconnaître des différences, les autres les revendiquent. Toute différence s'énonce par rapport à une norme implicite ou explicite dont l'énonciation n'est possible que par certains groupes ou individus en position de légitimité. L'hypertrophie de la différence cache une forme de condescendance et une hiérarchie sociale. Toutes ces dérives et ambiguïtés des discours sur la différence ne doivent pas faire oublier que, à l'origine, ceux-ci sont développés en réaction aux conceptions évolutionnistes et aux idéologies de l'unité, et entre l'exacerbation et la dilution des différences, il existe un point d'équilibre qui ouvre sur le paradigme de la diversité. Trop souvent confondues et amalgamées, les notions de différence et de diversité ont obscurci les débats et les orientations par occultation d'un certain nombre de principes et les réalités. Une focalisation excessive sur les différences culturelles intergroupales au détriment des différences interindividuelles liées aux appartenances économiques, sociales, religieuses, etc. et intra-individuelles. Les cultures comme les sociétés ne sont pas homogènes, la pluralité et la diversité sont au cœur même de la vie. Sociologues, ethnologues et psychologues ont tous travaillé selon des modalités appropriées. Les processus de différenciation, ce n'est que par une captation de cet héritage que se sont multipliés les discours réducteurs comme moyen de domination, voire de ségrégation par enfermement de l'individu ou du groupe dans une identité monolithique réduite à une seule dimension. C'est le cas par exemple des Noirs aux États-Unis, des Beurs, des secondes générations ou des immigrés en France. Il faut, d'une part, reconnaître et admettre l'hétérogénéité dans un groupe et, d'autre part, accepter sa propre hétérogénéité. La diversité est constitutive de la nature de l'homme et la reconnaissance de sa propre diversité est une condition pour pouvoir reconnaître la diversité de l'autre. Celui qui n'est pas capable de voir la multiplicité de son être et sa richesse intérieure ne peut pas avoir accès à la richesse de l'autre. La diversité culturelle est une donnée alors que l'homogénéité n'est que le produit, que le résultat d'une action volontariste d'autres politiques, totalitarisme, fascisme, intégrisme, religieux, secte, fondamentalisme ou psychologique, autoritarisme ou encore idéologique, dogmatisme. En conséquence, l'hétérogénéité est la norme et non une exception, encore moins un handicap du fait de son caractère labile. La diversité ne peut être facilement naturalisée alors que les différences sont souvent perçues et manipulées comme des données naturelles. Elles ne sont en réalité que l'expression des relations et des rapports dynamiques entretenus entre les individus ou les groupes. Moins propice à toute forme de radicalisation, la diversité se situe moins au niveau des catégories que des processus. Elle se conjugue ainsi avec l'universalité. L'organisation multipolaire et horizontale de la diversité s'oppose à une vision verticale, binaire et hiérarchique de la différence. L'hétérogénéisation croissante des cultures fait éclater une vision duale, société d'accueil, société d'origine, majorité-minorité, dominant-dominé, au profit de la prise en compte des relations et donc des variations entre les communautés elles-mêmes, relations qui ne sont pas du tout exemptes de difficultés, des contradictions et des ambiguïtés déjà signalées. La logique de la différence s'inscrit à la fois dans une logique monadique qui isole les entités et dans un rapport inégalitaire puisque l'affirmation de la différence ne se place pas sur le plan des réalités mais sur celui des symboles.
Elle entérine la distance, voire le rejet. C'est pourquoi, au terme de différences très largement ambiguës, on préférera celui de diversité qui est moins stigmatisant car multiréférentiel. On regrettera cependant que le terme de diversité soit lui aussi désormais l'objet de manipulations diverses jusqu'à la perte de sens. En développant la notion de relativisme culturel, les culturalistes américains ont développé le principe d'une versalité comme critère de définition de l'humain. Pour eux, c'est bien en termes de psychologie que s'exprime l'universel. De même, en mettant l'accent sur le processus de différenciation plus que sur les différences elles-mêmes, G. Roin, R. Bastide et G. Devereux ont postulé l'universalité de la culture et de la nature humaine, en contestant le dogme du relativisme culturel au nom de l'universalité du complexe d'Oedipe pour le premier, en considérant que les cultures ne sont que des métaphores et qu'elles n'expriment que le même réel. Pour le deuxième, et en affirmant que l'universalité du psychisme humain n'existe que dans la capacité de différenciation. Pour le troisième, l'accent est mis sur la connaissance d'une théorie générale de la culture au détriment du pointage des différences. Ces auteurs insistent sur la compréhension de la nature et de la fonction de la culture, ainsi que sur la distinction entre les catégories générales de la culture et les contenus éventuels de ces catégories dans telle ou telle culture déterminée. Ainsi, le principe d'universalité est consubstantiel à celui de la diversité. M. Merleau-Ponty évoquait un universalisme latéral, J.P. Sartre par l'universel singulier, et Périqueur d'universel en contexte. M. Walzer, pour sa part, distingue un universalisme de surplomb et un universalisme réitératif qui se différencie du premier par son attention au particularisme et au pluralisme. L'opposition entre l'universel et le particulier est donc stérile car ces derniers se nourrissent mutuellement. Les cultures et les identités s'inscrivent dans ces tensions permanentes, tensions d'autant plus fortes que les identités sont de moins en moins formulées définitivement, qu'elles se construisent selon des choix et des stratégies dans une pluralité d'allégeances et d'influences. La recherche des différences cède donc le pas à une analyse d'un rapport des situations où diversité et universalité s'engendrent réciproquement. Le principe d'universalité est souvent confondu avec l'universalisme qui n'en est en fait qu'une forme altérée par assimilisation et confusion entre identité et identique, et par généralisation d'un cas particulier à un ensemble beaucoup plus vaste. Le progrès légitime fait à l'universalisme ne doit pas occulter la reconnaissance du principe d'universalité. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement à la page 25. J'espère que cela vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Bien à vous.